Santé. Bonjour à tous. Réduire la distance entre la fourche et la fourchette, permettre au plus grand nombre de consommer local, c'est le défi lancé par Cœur Paysan. Alors je me trouve ici en Alsace, à Colmar, devant ce qui était anciennement un Lidl et qui est maintenant un magasin Cœur Paysan. Le but ? Court-circuiter les grandes surfaces, supprimer les intermédiaires. En un mot, l'enjeu c'est la survie de la paysannerie française. On va voir ça de plus près. C'est parti, suivez-moi. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça ? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Viens de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Derrière chaque produit, il y a un producteur. Mais votre magasin est très agréable. Oui, on a 42 producteurs qui donnent de la peine pour faire des beaux rayons. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Et vous-même, vous êtes producteur d'ailleurs. Ah, je suis producteur de volaille. Ouais. Vous, c'est la volaille. Oui, c'est la volaille. D'accord. Et alors, vous tournez pour garder le magasin en quelque sorte. Mais chacun a des permanences pour faire tous les. Moi, je suis là 2 fois par semaine. Ça dépend du chiffre d'affaires qu'on fait. Mais tout le monde a tour de rôle ici pour montrer ses produits, expliquer ses produits, voilà. Et même vendre les produits des autres. Ah, des autres. Ah oui, c'est le but. Hein. Il y a une notion de solidarité. Pardon ? Il y a une notion de solidarité. Ah oui, heureusement. Hein. Heureusement, là, on est solidaires tous ensemble. Hein. On a fait ce beau magasin pour pas se taper dessus. Hein. Au contraire, hein. Pour être joyeux et de vendre nos produits. Hein. Le plaisir, c'est quand vous venez ici, vous n'avez plus besoin de faire des kilomètres à cette ferme, prendre de nouveau la voiture, aller à cette ferme. C'est-à-dire que tout est réuni. Vous avez les producteurs qui sont réunis là. Vous faites un trajet et vous êtes sur place et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Avant, c'était un Lidl ici. Avant, c'était à Lidl, oui. Tiens, regarde, les escargots du Florival. Marrant ça. Ça, c'est atypique comme production. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on aille les voir. C'est parti. Alors on se trouve ici devant l'exploitation de Monsieur Kiefer, les escargots du Florival, où sont produits environ 150 000 escargots par an. On va voir ça, c'est parti. Monsieur Kiefer, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, merci de nous accueillir. Ouais, je vous en prie, c'est un plaisir. Alors où se trouve-t-on ici ? Alors on se trouve à Lottenbarzel, c'est vallée de Guebwiller, donc Guebwiller qui se trouve dans le Haut-Rhin, en Alsace. Une petite commune de 1000 habitants, nichée entre les montagnes, quoi. Où vous avez entrepris d'élever des escargots. Exactement. Donc c'est original. Ouais, c'est quelque chose qui est assez atypique. On n'est pas nombreux en France, on est à peu près 350. Ça, c'est mes parcs à escargots. Alors là, ils sont, on va dire, en friche. Ouais. Parce que les parcs à escargots sont montés là à partir d'avril. D'accord. Pour pouvoir accueillir les petits escargots à partir du mois de mai. D'accord. Donc à partir des dernières gelées. Après les dernières gelées, on met les petits escargots dans les parcs à escargots, quoi. Et donc en fait, ils sont en liberté dans cet enclos-là. Donc c'est ce qu'on appelle des parcs à escargots. Okay. Donc il y a un système qui est d'anti-fuite sur les pourtours, avec un système ici graisse et sel. Donc c'est un mélange de graisse et de sel. Et vous avez les filets qui sont verts par-dessus. Alors ça sert à protéger contre les oiseaux. D'accord, ok, parce que les oiseaux sont tentés. Les oiseaux vont aller picorer, sinon, et tout ce qui est planche vont leur servir de surface de collage. Donc ils vont se coller dessus pour pouvoir se protéger la nuit du soleil, quoi. Okay. La journée du soleil, pas la nuit, parce que sinon c'est de la lune. Il y a un petit système d'arrosage automatique qui se met en route toutes les nuits pour que l'escargot puisse... parce qu'il a besoin d'humidité. Ouais. Il a besoin d'humidité. D'ailleurs, vous êtes dans un lieu un peu humide en soi. Exactement. Alors la situation est bien, justement parce que même en été, c'est toujours humide, donc surtout le matin. En plus, un petit peu préservé du soleil quand il tape fort, donc la situation est idéale. Donc actuellement, moi je suis en pleine période de reproduction, donc je suis en train de faire mes petits. Donc ça c'est ma serre de reproduction. Donc l'escargot est hermaphrodite. Donc c'est mâle et femelle à la fois. Okay. Ils vont se reproduire, donc ils vont à peu près l'accouplement dure à peu près 12 heures. Donc pendant 6 heures, il y en a un qui fait le mâle, l'autre la femelle. Ensuite ils inversent. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que les 2 escargots vont aller pondre des œufs. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Donc à peu près une centaine d'œufs par escargot, quoi. Ah ouais.
Ah, ça c'est quoi ça? C'est un Alors système. ça c'est l'électrificateur. Donc en fait l'escargot dès qu'il va toucher la phase et le neutre va se prendre une décharge, va rentrer dans sa coquille et va reculer quoi. Oui, effectivement. Tout simplement. Ouais, c'est une barrière électrique. c'est Ouais. marrant, ça. Donc c'est assez puissant, c'est assez costaud. Et je peux pas sauter par-dessus la barrière? Non, ça saute pas un escargot. Je sais que vous y connaissez pas grand chose, mais alors là, un escargot qui saute, j'ai jamais vu ça. Là, ils sont réveillés là. Là, ils sont réveillés, là, Ils ils bougent pas sont beaucoup, super forts. Non, là, c'est fin de la journée, enfin pour eux, le soleil va commencer à venir, et puis là, ils vont tous se mettre sous les planches ou trouver un endroit où se coller. Et ils vont attendre que la nuit revienne et puis que l'arrosage se remette en route pour continuer leur activité quand même. Les bébés escargots, ils naissent sans coquille. Avec une coquille. Avec une Ah coquille, oui, une la petite coquille est déjà. C'est vraiment tout petit, hein, c'est une tête d'épingle. Hein. D'accord. C'est une tête d'épingle. Donc quand on les met en général, alors, quand moi je les mets vraiment petits dans les parcs à escargots, vous les voyez plus pendant à peu près 45 jours. Quoi. Tellement ils sont petits, ils sont dans l'herbe, on les retrouve plus. Quoi. Donc c'est un peu le stress de l'éleveur, c'est les 45 premiers jours. Où on voit plus d'escargots, on se dit qu'est-ce qui se passe, en espérant qu'ils soient encore là. D'accord. Et 45 jours après, on voit qu'ils ont grossi, donc on souffle un peu. Quoi. Les Français reprennent goût aux escargots. Bah, les Français, je pense, n'ont jamais arrêté d'avoir goût à l'escargot. C'est quand même eux qui mangent le plus d'escargots dans le monde. Quoi, hein. Vous allez avoir les Espagnols, les Italiens, un petit peu les Allemands. Mais ça va s'arrêter là. Quoi, hein. Donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, on représente à peu près 3% de la production en France, les éleveurs français. Donc tout le reste, les 97% restants, tout cela sont importés des pays de l'Est. Ah bon. Ou dans des élevages en Pologne, soit ramassés à l'état sauvage pour les escargots de Bourgogne, importés en France pour les vendre en supermarché. Les escargots de Bourgogne ne viennent pas de Bourgogne? Non, alors voilà. L'éleveur français se bat contre ça. En fait, l'escargot de Bourgogne ne vient pas de Bourgogne. L'escargot de Bourgogne vient de Pologne. Alors pourquoi l'escargot de Bourgogne, en fait, c'est le nom d'une race. C'est Helix pomatia. Et on appelle ça usuellement l'escargot de Bourgogne. Donc, malgré qu'il vienne... Alors, c'est historique, hein, pourquoi ça s'appelle l'escargot de Bourgogne. Je ne vais pas vous faire l'historique. Mais l'escargot de Bourgogne, on en trouve partout en Europe. Et vu qu'on en trouve de moins en moins en France, c'est interdit de les ramasser pour en faire le commerce. Donc les industriels vont plutôt se fournir dans les pays de l'Est où il y en a quand même encore pas mal. Quoi. Alors, j'ai vu qu'il y a des chats qui se baladent. Ouais, effectivement. Dans votre exploitation, est-ce que c'est volontaire? Alors, ouais, j'ai 3 chats. J'appelle ça mon armée de chats. Alors, ça me permet en fait de lutter contre les rongeurs. Okay. Naturellement, on va dire, parce que le chat, c'est le prédateur naturel des rongeurs. Donc, lui, il me permet de déloger en fait tout ce qui est rats, musaraignes et compagnie, qui sont des prédateurs naturels de l'escargot. Ah, ils aiment les escargots. Ah ouais, alors les rats, c'est vraiment le pire. Si vous avez un rat dans un parc à escargots, il vous fait un carnage, quoi. Ah oui, un véritable carnage. Et cœur paysan dans tout ça. Cœur paysan, comme je vous disais, moi je faisais les marchés pour vendre aux particuliers. J'ai un de mes collègues à moi qui fait du fromage de chèvre dans la vallée, qui m'a parlé du projet Cœur paysan sur Colmar. Alors l'idée m'a plu. M'a dit 30 paysans qui se regroupent pour monter un magasin où on vend que du produit et des produits locaux. J'ai dit feu, quoi, on y va, quoi, hein. C'est tout à fait dans mon état d'esprit. On se regroupe, on fait quelque chose ensemble et puis on y va, quoi, hein. En soi, c'est quand même aussi un pied de nez aux multinationales qui exactement, imposent leurs tout à prix, fait, qui imposent leurs conditions. C'était un peu le but aussi, hein, ce magasin, c'était vendre le produit au prix juste. Ouais. Parce qu'on entend beaucoup d'agriculteurs qui s'en sortent pas parce qu'ils travaillent beaucoup avec les industriels qui revendent aux grossistes. Ils s'en sortent pas parce que c'est pas eux qui imposent les prix. Ouais. On a tellement entendu parler il y a pas longtemps dans vos informations. Ce type de magasin, c'est l'agriculteur qui fixe ses prix, le paysan fixe ses prix. Et c'est lui qui... Donc c'est le prix qui est rémunérateur pour lui, quoi. En fonction de ses coûts, de ses charges. Voilà, tout à fait. Donc c'est sûr que vous allez peut-être trouver certains produits plus chers, moins chers. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est quand on va dans ce type de magasin, on soutient la paysannerie française. Et ça permet aux agriculteurs de vivre, hein, tout simplement. Ouais, vous avez une petite exploitation, faut le dire. Oui, tout à fait. Pourquoi pas avoir fait le choix d'avoir un élevage
immense. Moi, mon idée, enfin mon idéal, enfin c'est peut-être utopique si j'en parle à d'autres personnes, mais je pense que si on avait chaque village avait son petit paysan qui pourrait se fournir juste son village, ce serait vraiment l'idéal quoi pour l'agriculture. Ça éviterait, et d'un point de vue écologique aussi. On n'aurait pas des immenses plaines céréalières ou d'élevage intensif un peu partout. Des petits paysans qui sont implantés un petit peu partout en France pour pouvoir fournir en local, ça serait vraiment l'idéal, quoi. Ça c'est intéressant, tu peux filmer. À chaque fois, ils mettent le producteur. Donc on est en contact quasiment avec la production locale, quoi. On sait à qui on achète le produit. D'accord. C'est la ferme Krugler et puis bon, il est aussi permanent. Hein. Ok. Donc si on veut aller vérifier comment sont les bêtes, comment elles sont traitées, on peut y aller, quoi. On peut l'appeler, est-ce que je peux venir, voilà. Ça change tout, hein. Mais tout n'est pas bio, par contre. Tout n'est pas bio, mais tout ce qui est là, c'est des producteurs raisonnés. Ça veut dire qu'ils sont dans le contexte bio. Les gens des montagnes, ça fait longtemps qu'il faut du bio. Les gens des montagnes, ça fait longtemps qu'il faut du bio. C'est les vaches, ils sont dehors sur les prés. Hein. Ils sont nulle part ailleurs. Hein. Ça fait 30 ans qu'ils sont dehors. Hein. Alors, moi, par exemple, je laboure plus les terres. Je les ensemences. Ils ne sont plus à nu, mes terres. Hein. Il y a toujours de la verdure dessus. C'est-à-dire que à la longue, j'aurais même plus besoin de traiter. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Vous voyez ? Alors là, on a le rayon vin. Et on a ici le vin Riflet, qui est un vin bio. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir le producteur. Où est-ce qu'on se trouve ici ? Alors ici, nous nous trouvons sur un lieu-dit qui s'appelle le Strangenberg. C'est un endroit qui est protégé, qui est Natura 2000. On y protège un certain nombre d'espèces végétales, animales, qui vivent ici de manière endémique pour certaines. Mais en contrebas, il y a des parcelles de vignes dont on en a quelques-unes. Il y a d'autres vignerons également qui sont présents sur le lieu et on y produit les deux cépages Pinot Gris et Pinot Noir qui réussissent particulièrement bien. C'est vrai qu'on voit bien là ces parcelles, ce découpage. Ouais, c'est très très morcelé, c'est de la haute couture, hein. Nous c'est pas des vignobles, voilà, des gros blocs, tout mécanisé à fond, on peut pas faire ça, quoi. Il y a trop de pentes, il y a trop de murs. D'accord. Alors ça fait combien de temps que vous cultivez le vin ici ? En Alsace ? Oui. Alors en Alsace, ça fait assez longtemps. Le vin, un peu comme partout en Europe, a été apporté par les Romains, puisque l'Alsace a longtemps été une ville de garnison. Les Romains, lorsque l'Empire a atteint son expansion maximale, Jules César, il a dit que le Rhin, ça devait être la frontière. À l'est, en fait, c'était les peuples barbares jusqu'au Rhin, quoi. Écoutez, on va goûter ce vin. Ce vin alsacien. Ça va être difficile si ça va aller. Au niveau des fruits rouges, les aromonés qui sont très ouverts, hein, la cerise bien mûre, la mûre tout simplement. Ouais, la quetch, c'est vraiment un nez très ouvert. Et puis en bouche, on a vraiment, c'est soyeux. Hein. Ouais. Quand on a certains rouges, on a tendance à avoir ce côté râpeux qui vous râpe un peu la gorge. Là, c'est vraiment très très soyeux, c'est vraiment une caresse dans la bouche. Il est très bon. Hein. Il a dit, Pasteur, le vin est la plus saine des boissons. Quand vous arrivez quelque part, on a besoin de boire d'eau quand même pour s'hydrater. Mais quand on boit de l'eau d'une rivière, d'une mare, on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Ça peut rendre malade. Donc rien de tel que de boire plutôt du vin, ou du moins couper l'eau au vin. C'est un geste hygiéniste et au moins on est sûr de ne pas tomber malade. Alors dites-moi où est-ce qu'on se trouve ici là ? Alors ici on se trouve dans le Grand Cru Steinert. Alors Steinert, étymologiquement, vous avez le mot Stein, donc la pierre. Ça peut être traduit par le pierrier, puisqu'on est dans un endroit qui est très caillouteux. Donc on le voit là. On observe, ouais. Voilà. Donc avec des
Ces cailloux qui sont très blancs, qui sont des cailloux calcaires, même plus précisément du calcaire oolitique. Donc le calcaire oolitique, on le voit mieux là, les oolites ce sont comme ces petits grains là qu'on aperçoit à la surface. D'accord. Le calcaire c'est une roche sédimentaire qui se forme dans l'eau, dans l'océan. Donc c'est une terre dans laquelle on trouve beaucoup de fossiles, des fossiles d'oursins, de coquillages, d'ammonites, toutes sortes de fossiles. Bio, pour le lambda, entre guillemets, c'est pas de traitement à base de produits de synthèse chimique, et donc pas de désherbant. Voilà, ça c'est le préambule. Après, en bio, ce qui se passe, c'est qu'on peut être en bio et faire du bio qui finalement détruit également les sols. C'est-à-dire qu'un sol, qu'on le désherbe chimiquement avec une molécule comme actuellement le glyphosate ou d'autres, ou qu'on le travaille intensivement, c'est-à-dire qu'on le laboure, qu'on passe avec des outils rotatifs, qu'on le fraise, qu'on en fasse du couscous presque, et ben les conséquences seront dramatiques dans les deux cas. Ce ne sera pas exactement la même chose. Pour le premier cas, par exemple pour la parcelle qui sera désherbée en chimique, on aura éventuellement des problèmes de pollution des eaux, des nappes, etc. Et pour la parcelle qui sera désherbée et travaillée très intensivement en bio, on peut avoir des problèmes d'érosion. C'est-à-dire que quand il pleut, comme la terre, en fait, il n'y a plus rien qui la lie, et ben, comme elle est travaillée, qu'elle est très très fine, et ben, la terre, en fait, elle s'érode, elle devient boueuse et elle va remplir les rivières. C'est pour ça que parfois les rivières sont brunes, etc. Donc ce qui est important en fait, c'est de ne pas plonger dans du bio entre guillemets, comment je pourrais dire ça, du bio entre guillemets industriel, c'est-à-dire juste vouloir avoir une vigne propre pour pouvoir mettre le label bio, mais sans utiliser de produits chimiques, ça n'a pas trop d'intérêt agronomique. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin et faire du bio, mais en conservation des sols, c'est-à-dire essayer vraiment de préserver, même d'améliorer nos sols. Donc pour ça, il y a un principe qui est universel, qui marche partout dans le monde, c'est un sol, il n'est jamais nu. Si on va, donc, que ce soit dans une forêt, qu'on soit dans tous les types d'écosystèmes, un sol, il y a toujours une couverture dessus. Un sol, il n'aime pas être au soleil, il n'aime pas être exposé à la pluie. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'inspirer de ce que fait la nature, de la copier, pour installer un système où on se sert des végétaux pour couvrir nos sols, mais des végétaux qu'on aura sélectionnés. Donc si on regarde par exemple là, cette rangée, on voit qu'on a donc ces plantes-là, ce sont des radis. D'accord. Et donc en fait, les radis, c'est des pivots. On voit c'est tout simple. Ouais. Et ça va nous permettre en fait de créer comme des canaux, des drains, qui fait que quand il pleut, l'eau elle s'infiltre bien. Donc ça, par exemple, ça remplace un passage de charrue, tout simplement, parce que ça va nous structurer le sol en profondeur. Il faut imaginer par exemple une dent de charrue, ça fait pas un meilleur travail qu'un bon pivot comme ça, quoi. Et on brûle beaucoup moins de gasoil, quoi, forcément, parce que en fait elle travaille pour nous, quoi. C'est un peu le principe, quoi. Là, non, ça c'est, j'aurais du mal à l'arracher, donc ça c'est de la vesse. C'est une légumineuse qui capte l'azote qu'il y a dans l'air. Dans l'air, là, il y a plein d'azote, c'est gratuit, et ça le restitue au sol. Donc ça évite, par exemple, de mettre des engrais. Donc on se sert vraiment des végétaux pour d'une, couvrir nos sols, et deux, améliorer, l'alimenter. Donc là, on va laisser monter, ce couvert, il va monter à peu près à 1,50 m. Et après on va coucher tout ça pour faire un paillage, c'est-à-dire qu'il y aura comme de la paille partout au sol pour vraiment protéger le sol du soleil, des gros orages, garder l'humidité pour pas avoir de problème de sécheresse, etc. Donc il y a le bio, mais le bio où on labourait beaucoup, où on faisait beaucoup de travaux du sol, où on était très, très rigoureux sur la propreté, c'était un peu le bio, je dirais, des années 2000. Et maintenant les réflexions agronomiques et les connaissances qu'on a nous poussent vers ce genre de pratique, et ça c'est vraiment le bio mais du futur. C'est-à-dire que c'est là on a encore franchi un palier dans le respect du sol, le respect des cycles, etc. Pour produire du bon vin, il faut produire peu de raisins. Paradoxalement, c'est pas une vigne où on a envie de produire beaucoup de raisins, on veut que sur chaque pied de vigne, il y ait peu de raisins mais qui soient vraiment concentrés, qui aient vraiment le goût du lieu. Et donc dans le couvert qu'on va ramener, on va mettre très peu de légumineuses, donc ces plantes dont je vous parlais avant qui sont capables de capter l'azote, pour justement ne pas trop enrichir le sol en azote, pour que la vigne elle est entre guillemets pas trop à manger, quoi. Il faut qu'elle soit juste équilibrée, mais pas qu'elle soit en surproduction. Donc dans chaque parcelle, on va ajuster quelle espèce on met de plantes pour qu'elle ait plus ou moins d'azote, plus ou moins de phosphore, plus ou moins de potasse. Et ça c'est très technique. C'est un équilibre que vous recherchez empiriquement, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment
c'est au cas par cas. C'est vraiment le cas par cas. Il faut être précis. Chaque parcelle, voilà, cette parcelle, elle a tendance à pourrir au moment des vendanges. Les raisins, ils commencent à pourrir. Donc c'est peut-être qu'il y a un problème d'excès de potasse. Donc je vais mettre plutôt des crucifères qui auront tendance à stocker la potasse. Voilà, c'est ce genre d'équilibre qu'il faut trouver sur chaque parcelle. Et ça, c'est vraiment être paysan, c'est ça, quoi. C'est observer, comprendre et s'adapter, toujours s'adapter. Un paysan, il ne faut pas avoir peur du réchauffement climatique, il ne faut pas avoir peur des gros orages, il faut s'adapter toujours. Ça, c'est les paysans, ils ont cette faculté, cette capacité, c'est qu'ils ont toujours su s'adapter, toujours. Le vignoble alsacien, en fait, est établi sur ce qu'on appelle un champ de fracture, puisqu'il faut imaginer que, fut un temps, les Vosges, devant nous, et la forêt noire, derrière nous, ne formaient qu'un seul et même massif, un massif granitique, exactement constitué de la même roche que les Appalaches aux États-Unis, puisque ça s'est formé à une époque où c'était la Pangée, tous les continents étaient regroupés. La dérive des continents s'est mise en marche, ce massif a disparu. Ensuite, il y a eu toute une période où toute la France quasiment était recouverte d'une mer qui a apporté des sédiments calcaires. Et puis finalement, il n'y a pas si loin de ça, à l'échelle géologique, il y a les Alpes qui se sont élevées. Et bien quand les Alpes se sont soulevées, toute la partie centrale de cette montagne qui subsistait s'est effondrée. Et toutes les couches géologiques se sont retrouvées complètement chamboulées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le vignoble d'Alsace a la particularité unique dans le monde de regrouper finalement sur un timbre-poste l'ensemble des types de roches et de terroirs qu'on retrouve à l'échelle planétaire. Donc on a, comme je le disais, des granites, on a des terroirs sédimentaires, des grès, notamment le grès rose des Vosges, on a beaucoup de calcaire, différents types de calcaire, on a des schistes, on a eu du volcanisme, donc on a des terroirs volcaniques, tout un tas de terroirs qui, couplés aux différentes expositions, aux différents cépages en usage dans la région, qui sont officiellement au nombre de 13, permettent de produire une palette de vins absolument incroyable, avec des équilibres, des textures, des goûts totalement différents. On est la 6e génération, Paul et moi. D'accord. Après, c'est une histoire de famille, hein. Donc sur le domaine, il y a aussi encore mes parents, qui sont pas tout à fait retraités encore. Puis avant, il y avait mes grands-parents, et etc. Et vous-même, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de reprendre l'exploitation ? En fait, on a grandi là, et c'est quelque chose qui peut paraître un peu, peut-être un peu bizarre pour certaines personnes, mais ici, on connaît tous les chemins, voilà, chaque lopin de terre, chaque parcelle, on y a joué en étant petit, on y a attaché. Donc il y a comme une espèce de magnétisme qui fait que je me voyais pas faire autre chose, quoi, tout simplement. Alors c'est pas pour autant que j'ai pas été faire d'autres, que j'ai pas fait des études. Je suis allé à Montpellier pour faire un BTS. J'ai travaillé sur quelques autres domaines en stage, etc. Mais après, voilà, l'appel vraiment du terroir, du lieu, ici, je trouve que c'est tellement prenant que c'est plus fort que tout, quoi. C'est comme ça. C'est l'attachement vraiment c'est nos racines, quoi. On est d'ici, on se sent pas, je me verrais pas ailleurs, quoi, tout simplement. Alors l'idée, vous l'avez compris, c'est toujours de goûter le vin du lieu. Donc c'est un vin du millésime 2014, mais qui vient d'ici. Il vient d'ici. On va boire cette terre là. On dit souvent que le vin, c'est un peu le sang de la terre. Ouais. Donc là, on est en train vraiment de boire le vin du lieu, du Steinert, qui est un super terroir, hein, notamment pour les Riesling et les Pinot. Et on a vraiment là, dans le vin, je trouve qu'on ressent vraiment le calcaire. C'est ce côté, il y a une acidité, mais qui est très large, c'est très très mûr, c'est presque un peu confit. Et on le retrouve vraiment dans le verre. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire en fait, c'est d'exprimer des lieux dans le verre. Si vous produisez des vins de cépage, vous allez chercher à exprimer les caractères primaires, c'est-à-dire simplement le goût du fruit, du raisin. Dans un vin de terroir, on va s'attacher à avoir le goût du terroir. Donc le goût du terroir, c'est quoi ? C'est la perception en bouche des minéraux
qui sont présents dans le vin, puisque le terme de minéralité, c'est un terme qui revient souvent dans le vin. C'est l'extrait sec dans un vin. Si on enlève toute la partie liquide, l'eau, il reste un extrait sec qui est composé, j'ai le nez qui coule, qui est composé de minéraux, tout un tas de minéraux qui vont être différents selon le type de sol. Et justement, toute la viticulture de conservation des sols qu'on met en place permet de maximiser cette quantité de minéraux présents dans le vin, qui va faire in fine en sorte que le vin produit ici dans le Steinert ou là-bas dans le Steinstück, ils vont avoir deux profils gustatifs totalement différents. Donc c'est un vin, ça claque, il y a de la fraîcheur, il y a de l'acidité. Ouais. On imagine facilement ça sur un joli poisson, une viande blanche. Magnifique. Alors ici, on se trouve donc au domaine bâtiment qui date de 1980 dans la cave où nous avons de nombreux foudres qui pour la plupart sont centenaires. L'intérêt de ces foudres, c'est qu'on voit qu'ils sont de volume variable. Les plus petits, ils font 25 hectolitres, c'est-à-dire 2500 litres. Les plus gros font 7000 litres, ce qui nous permet d'isoler la plupart de nos parcelles, de vraiment faire de la vinification parcellaire, de ne pas tout assembler, puisqu'on a vu qu'on a un parcellaire très morcelé. Et l'idée, c'est de pouvoir vinifier chacun de nos terroirs de manière individualisée jusqu'au bout. Toujours dans cette idée de vin de terroir. Exactement. Donc là, on est sur une étape du vin intermédiaire. On est d'accord ? Ouais, exactement. À ce stade, dans le verre, on a plus du vin que du jus de raisin. D'accord. Il est aux 3 quarts, on va dire. 3 quarts fini. Il est aux 3 quarts fini. Donc on s'aperçoit que le vin est trouble, effectivement. tout simplement parce que les levures présentes dans le tonneau n'ont pas fini leur travail. Elles sont en pleine activité. Il est en train de fermenter encore. Il fermente encore. Jusqu'à quand ? Ça, c'est le vin qui va le décider, mais il arrive au bout, certainement encore un bon mois, et le vin sera sec, puisque c'est un vin qu'on souhaite sec, c'est-à-dire sans sucre résiduel. D'accord. C'est-à-dire que les levures, elles doivent transformer les derniers grammes de sucre dans le vin en alcool. Un mois, ils vont encore tranquillement. Et l'alcool est déjà présent ? Donc là, bien sûr, par la force des choses. Par la force des choses. Ils ont là, il est aux 3 quarts. Pour moi, il reste encore au moins 20 grammes. Ouais, entre 15 et 20, je pense. Parce qu'on ne sent pas du tout l'alcool là. Enfin, moi, En fait, c'est le sucre qui masque un peu. Là, il a quand même 10 degrés déjà. D'accord, ok. En fait, il faut 17 grammes de sucre pour produire 1% d'alcool. C'est très étonnant. C'est presque pétillant quasiment. C'est encore un peu pétillant, c'est gazeux puisque comme il fermente. Tout à fait, ouais. D'accord. Dis donc. C'est bon signe. S'il n'avait plus de gaz, ça veut dire que les levures sont mortes, il n'y a plus d'activité. Là, le fait qu'il soit gazeux, justement, c'est ce qui prouve que le vin est en train de travailler. D'ailleurs, on le voit au niveau de la bonde, on entend que ça fermente. Donc pour nous, c'est bon signe. Le vin, c'est le sang du Christ. Oui, bien sûr. C'est ce qui symbolise la résurrection, puisque au moment de la vendange, on va cueillir le raisin, qui est le fruit de la vigne. On va le presser. Donc les vignerons et l'Église y a vu en fait un parallèle avec la passion du Christ et sa mise à mort, pour en extraire le jus, qui est simplement de l'eau et du sucre, une matière totalement inerte et inintéressante. Et ce jus, lorsqu'on le met dans un tonneau, qui est un lieu obscur, souvent dans une cave, exposée au nord, où il fait froid et sombre, va se mettre à fermenter. C'était un phénomène mystérieux, on ne l'expliquait pas. Et quelques semaines après, on en retirait le vin clair, qui était un produit complètement différent. Et cette opération, qu'on appelle le soutirage, se faisait à travers la porte du tonneau, avec cette notion de passage. Voilà. C'est intéressant, et de résurrection, de passage, exactement. De transformation. De transformation. Ouais, c'est beau, c'est un beau symbole. Et alors, cœur paysan dans tout ça ? Cœur paysan, donc c'est une belle aventure. C'est des producteurs qui se sont regroupés en fait pour, pareil, c'est un peu le même principe, c'est pour
travailler en circuit court, c'est-à-dire être maître de leur façon de vendre, donc en se regroupant, en achetant une ancienne, c'était un Lidl il me semble, un Lidl local qui tournait pas, et donc qui a été réaménagé, qui a été un petit peu transformé pour pouvoir vendre directement les productions du producteur au consommateur sans intermédiaire. C'est ça la même philosophie. La même philosophie. Voilà, c'est pour ça que c'est complètement compatible entre c'est pas qu'une question de distance. Cœur Paysan, c'est super, c'est circuit court plus très local. Et après, on fait aussi du circuit court, mais à distance bien plus grande, en tout cas forcément si on exporte. Parce que ça serait impossible de vendre toute notre production à Cœur Paysan. Évidemment, il n'y a pas assez de clientèle. Voilà, on a besoin d'être plus ouvert que ça. Par exemple, au Japon, on fait vivre en fait notre importatrice qu'on côtoie directement, mais il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que nous, on travaille avec elle et on fait vivre en fait une famille au Japon comme nous, on vit ici. Je veux dire, il n'y a personne qui se sert entre-temps, comme c'est le cas souvent dans d'autres productions, où il y a celui qui produit vraiment la matière première, ensuite il y a celui qui la transforme, il y a celui qui spécule dessus, il y a celui qui va encore spéculer une deuxième fois, une troisième fois, puis après il y a tous les réseaux de distribution. Circuit court, c'est pas forcément une question de distance, c'est aussi une question de nombre d'intermédiaires, voilà. Ouais, et c'est super en fait il y a des importateurs dans d'autres pays où c'est des amis, c'est-à-dire que ils viennent, on mange ensemble et puis voilà, c'est un lien qui est fort quoi entre nous et il y a une éthique dans la production mais aussi dans le commerce du vin. C'est ça. Exactement. Et puis ça nous arrive régulièrement, quasiment tous les mois, qu'on a des touristes, des étrangers, que ce soit des Japonais, des Américains, des Finlandais, des Suédois, qui viennent en vacances dans la région et ils viennent nous voir parce qu'ils ont bu notre vin dans un restaurant où ils ont l'habitude d'aller ou pas. Et du coup, ils viennent découvrir le lieu. Et ça, c'est génial, quoi. Quand quelqu'un vient vous dit j'ai goûté votre vin dans tel resto à Tokyo, on est ici en France, on vient en Alsace vous voir parce qu'on voulait vous rencontrer et voir comment vous travaillez. Là, c'est mission accomplie, quoi. C'est un bonheur, c'est génial. Dans la famille, c'est notre mère qui s'occupe tout particulièrement de Cœur Paysan, qui va aller remettre les produits, qui connaît le mieux le magasin. Mais elle nous rapportait qu'elle avait parlé encore récemment avec un consommateur, un client, qui trouvait pas normal que les produits ne soient pas moins chers. Mais ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le concept. D'accord. Parce que l'idée, c'est pas de pouvoir toucher des produits de qualité fermiers et de producteurs locaux moins chers. Non, au contraire, c'est de pouvoir les toucher à un prix identique ou quasiment identique à celui qu'on pourrait trouver dans une grande surface. Mais, voilà, par exemple, mais en se disant, tiens, en achetant chez Cœur Paysan, je fais un peu un acte citoyen parce que la marge, finalement, elle va pas aller dans la poche d'un distributeur, d'un Édouard Leclerc ou autre, mais elle va bénéficier davantage au producteur lui-même, puisqu'aujourd'hui, dans le commerce, que ce soit dans l'alimentaire ou non, on s'aperçoit, là où c'est le plus scandaleux, c'est dans l'habillement. Les marges, en fait, elles vont surtout chez les distributeurs. Et finalement, les producteurs, ils touchent peanuts là-dessus. Donc l'idée, c'est d'améliorer un petit peu le niveau de vie des producteurs. Du vrai commerce équitable, en fait. Il y a un seul commerce équitable. C'est ça, et surtout aussi derrière, si on veut produire proprement, si on veut faire des efforts justement pour préserver nos paysages, aller travailler des parcelles qui sont difficiles, employer du monde aussi. C'est que on a une viticulture où on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, donc il y a beaucoup de monde qui travaille, qui gravite autour. Si on veut préserver ce tissu, ce maillage social, ce maillage environnemental, il faut derrière que nos marges soient bonnes, parce qu'on peut pas, on sera jamais compétitif face à une viticulture industrielle australienne ou même, peu importe, où c'est des hectares et des hectares qui sont irrigués avec tout mécanisé. Ça, on peut pas lutter. Donc à partir du moment, c'est aux consommateurs qui quand il se lève le matin, il se rend compte il vit dans un cadre qui est quand même pas mal. S'il veut le préserver, c'est aussi à lui d'être acteur et de se dire je participe en fait à la préservation de mon environnement. Est-ce
qu'il est facile aujourd'hui pour un paysan de s'adapter à l'ambiance globale concernant la consommation de vin notamment? En fait, on envoie aux Français actuellement des messages assez ambivalents sur la consommation du vin. C'est que d'un côté, on essaye de prôner une alimentation riche, variée, avec retourner à la cuisine, cuisiner proprement, mais on ne peut pas dissocier ce type d'alimentation du vin. C'est-à-dire que si on est le dimanche, on cuisine une belle pièce de viande ou un beau poisson avec des légumes, un vin qui va avec, ça fait partie de cette culture, ça fait partie de prendre le temps de manger, de s'asseoir, de discuter. Et aujourd'hui, paradoxalement, en fait, toute cette culture-là du vin, on est en train de la mettre de côté. Et je prends pour exemple quelque chose ça me rend triste, quoi, je comprends pas. C'est quand on voit le nombre d'émissions culinaires qu'il y a actuellement à la télévision, que ça soit, je vais pas faire de pub, mais Dîner presque parfait, ou je sais pas quoi, Top Chef, enfin et sa cuisine, on n'a jamais autant parlé de la cuisine. Et il n'y a jamais eu si peu de vin sur les tables. C'est-à-dire qu'à la fin, ils goûtent des super plats et puis ils ont à côté de ça, ils ont un verre de badois ou d'évian, j'en sais rien. Et c'est triste. Je veux dire, en France, on a vraiment on a une culture du vin qui est vraiment associée à la gastronomie, mais on est en train complètement de la dilapider. En fait, je dis, là je vais être un peu polémique, mais pour faire plaisir à des hygiénistes tout simplement, parce que aujourd'hui apprendre à la nouvelle génération que quand on prend le temps de cuisiner, on peut aussi s'offrir un bon verre de vin en mangeant, que ça va ensemble. Je pense que d'un point de vue sanitaire, c'est peut-être plus intelligent que de leur dire attention, surtout pas d'alcool, mais par contre allez-y sur le Fanta, allez-y sur le Coca et puis et les chips et compagnie, quoi. Il n'y a pas de logique. On ne peut pas mélanger le vin qui est un produit culturel. Il y a d'autres alcools, mais par exemple avec un shoot de whisky Coca qu'on s'envoie le samedi soir pour se bourrer la gueule, ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, aujourd'hui, dans les campagnes les campagnes sanitaires contre l'alcool, c'est évidemment au vin qu'on pense toujours. Quand on dit pas plus de 3 verres, quand on dit même dans les visuels de propagande, c'est toujours le vin qui est pris en exemple. Et pourquoi ? Je veux dire, pourquoi finalement c'est le secteur qui a le moins de poids pour se défendre qui est toujours pris en grippe, quoi. Je veux dire, c'est pas nous nous on peut rien faire contre ces campagnes. Ouais. Mais à côté de ça, les alcools de masse, ça il y a aucun problème. Je veux dire, on sent en fait que on est une cible facile, quoi. On est très très facile et on comprend pas vraiment l'intérêt, quoi. Trop docile peut-être. Peut-être trop docile face à. C'est vrai que on n'est pas Pernod Ricard, quoi. Là, les vignes qu'on replante actuellement. On sait déjà que quand elles vont produire vraiment les meilleurs vins, c'est plus pour nous, quoi. C'est déjà certainement pour une génération après ou quelqu'un d'autre, mais disons, il faut 30 ans pour avoir vraiment que la vigne exprime vraiment quelque chose de complexe, qu'elle ait vraiment implanté ses racines. Donc nous, on a la trentaine. En 30 ans, on a 60 ou voire plus. Je veux dire, on travaille toujours pratiquement avec un décalage d'une génération, quoi. Les vignes qu'on plante maintenant, c'est plus nous qui allons les arracher. On sera plus de ce monde quand un viticulteur décidera de la renouveler. Donc c'est ça aussi qui est assez incroyable dans notre boulot. Ce qui fait la qualité d'un vin, c'est la densité de plantation. Il faut qu'il y ait un maximum de pieds à l'hectare. Donc toutes ces décisions qu'on prend de planter étroit pour avoir un maximum de pieds, alors qu'il y a d'autres vignerons dans d'autres régions, ou ici même en Alsace, qui préfèrent justement, eux, planter large pour faciliter la mécanisation, etc. Ça, c'est des décisions qui sont super impactantes parce que ça conditionne la qualité du vignoble et de la vigne. Pas directement pour nous maintenant, mais pour la génération qui va suivre. Donc c'est ça qui est assez impressionnante. Et quand avant tu nous demandais depuis combien de temps on bossait ici et comment ça s'était fait, et qu'on disait que c'était par passion parce qu'on a grandi là, c'est aussi parce qu'il y a derrière il y a un devoir, parce que les vignes dont aujourd'hui on tire les meilleurs vins sont des vignes qui ont été plantées par notre grand-père. Ou notre arrière-grand-père. Donc quelque part, c'est aussi une mission d'assurer une continuité. La parcelle la plus vieille date de 1936.
Donc tu te dis que cette parcelle a été plantée avant la guerre, quoi. Donc quand tu travailles dedans, tu te dis quand même, waouh, je viens récolter le fruit de la volonté et d'une vision de quelqu'un qui l'a planté avant la guerre, quoi. Je veux dire, c'est quand même, ça te laisse, tu te sens petit, quoi, dans une parcelle comme ça. Tu te dis, bah là, j'ai plus qu'à respecter le raisin, la matière, et essayer de faire le mieux possible, parce qu'il y a quelqu'un qui a longtemps qui a parié sur moi, quoi. Il y a très longtemps. Là, on est en train de former en fait un tronc qui, on l'espère, va nous succéder, hein. C'est parti pour 40 ou 50 ans de vie pour ce tronc. Donc en fait, on choisit la baguette qui respecte le mieux le trajet de la sève, hein, donc qui part du sol, de la terre, qui monte ici, qui passe en dessous, qui arrive ici. Donc on sélectionne cette baguette. D'accord. Toutes les autres baguettes, on les a enlevées. Et ensuite, après, on éborgne, c'est-à-dire on enlève les... Ça, c'est des yeux, là, hein, c'est ce qui va donner les sarments. On enlève les yeux qui sont à la base pour former le tronc et on garde juste 2 yeux qui vont porter plus tard les fruits, quoi. Mais qui vont suivre et qui vont suivre après le palissage. Et après, bon, là on parle déjà d'ici 4-5 ans, quoi. Ah donc oui, d'accord. Voilà. Là, c'est vraiment la formation d'une vigne, quoi. Ah oui, ok, ouais. Par exemple, là, si on prend... Tu vois, regarde. On enlève un petit peu la terre qu'il y a autour. Là, je regarde ce pied. Donc la sève, elle arrive d'ici. Tu vois, par exemple, ici, tu vois que le trajet de sève, il est un petit peu dévié. Il n'est pas très beau. Il y a une espèce de... Donc on voit clairement que là où il y a le meilleur flux de sève, c'est ici. C'est là-dedans, quoi. Ça part directement là-dedans. C'est le plus gros, le plus beau, d'ailleurs. Donc on supprime ces deux sans trop creuser dans le pied. Donc ça nous forme notre tronc. Et après, on choisit... On va garder cet œil là, et puis du coup, et puis il y en a un de l'autre côté ici, ça fait 2 yeux, et le reste on supprime les yeux. Voilà. Et on est obligé de garder un seul tronc, on ne peut pas laisser plusieurs... Non, on garde un seul tronc parce que c'est d'un point de vue... Pour l'architecture du cep, c'est ce qu'il y a de plus... C'est ce qu'il y a de plus naturel, quoi. Et donc là, dans une vigne, comme dit, quand on est à ce stade-là, on sait que là, c'est vraiment les prémices, en fait, c'est vraiment la formation d'une parcelle. Et on espère ici produire un grand pinot noir d'ici 25 ou 30 ans. Oh là là, c'est ça qui est donc, sur la durée, quoi. Tu reviendras dans 30 ans avec les cheveux blancs pour voir si c'était du bon boulot ou pas. Et dites-moi, vous avez l'air heureux. Et figurez-vous que j'ai une question. Il paraît qu'il y a un agriculteur sur 2, un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Ah oui, je les comprends très bien parce que tout le monde ne peut pas avoir un magasin, tout le monde n'est pas dans le même contexte et tout le monde n'est pas... Moi, ça fait 35 ans que j'ai tourné un peu dans la vente. Et heureusement que je suis dans la vente parce que sinon, avec mes terrasses, ça fait longtemps que la plupart des agriculteurs, ils travaillent à côté. Et quand vous travaillez comme moi, je travaille 75 heures à 80 heures par semaine, c'est qu'il faut aimer le travail. Hein. Ça va être très lourd. Mais on l'oublie parce qu'on est en face des clientèles, les clients sont heureux, c'est notre vie, voilà. Mais il y a d'autres agriculteurs qui n'ont pas ces chances-là et puis peut-être qui sont pressés par les prix, vous voyez, parce que je vous sais un simple truc. Mon beau-père, à l'époque, quand il avait acheté son tracteur, hein, ça fait 50, 60 ans, hein, avec la récolte du blé, il a acheté son tracteur, avec la récolte du blé. Et c'était le plus grand tracteur du village. Vous voyez un peu, hein, la récolte de l'année. Hein. Maintenant, il faut 15 ans de récolte de blé pour payer le tracteur. Vous voyez un peu la différence, pourquoi les gens se suicident un peu. Les gens s'endettent, ils sont pris à la gorge. Ah, ils sont pris à la gorge. On est pris par le marché, par le prix des marchés que les grands y font. Et après, demain, vous faites, il y a une intempérie, vous êtes lié aux fluctuations des prix. Le maïs, pour vous dire, le maïs, ça fait 20 ans qu'il n'a pas augmenté. Alors, vous voyez un peu, est-ce que votre salaire, il est resté pendant 20 ans? Alors, voyez, alors vous avez tout compris. Pourquoi les gens se suicident? Jus de pomme. Eh ben dis donc, c'est un gros rayon de... Ah oui, ça, c'est le rayon Coca-Cola d'ici. Hein. C'est à peu près ça. Ouais. Ok. Ouais, mais c'est... Regarde ça, là, ces belles bouteilles. Nectar de rhubarbe et fraises. Oh là là. Et oui, parce que du coup, comme vous suivez les cycles de la nature, vous vendez pas, par exemple, en ce moment, j'imagine, des tomates ou des fraises. C'est pas les périodes. C'est pas la période, non. Donc en fait, on vient ici, on trouve des produits qui correspondent à la saison. À la saison. À la saison, ouais. Ah ouais. Ouais. C'est aussi de se remettre en question que de n'acheter n'importe quoi et d'avoir le plaisir des saisons. Ça veut dire que les gens qui achètent des fraises toute l'année, ils n'ont pas le plaisir et déjà ils n'ont pas le goût des fraises de saison, quoi. Mais
d'être content. Ah, les fraises, ils vont venir bientôt, ah, ça va être super. Voilà. Et le plaisir d'avoir les saisons, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, je trouve. Et de revenir à ce point-là, c'est vraiment d'avoir à nouveau une éducation de respecter la nature. Et oui. Regarde, ils ont même des pâtes. Spécialité au blé cultivé et transformé à la ferme. La cabane à farine à Dussenheim. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. C'est parti. Alors voilà, nous nous trouvons maintenant à Dussenheim, à quelques kilomètres de Colmar, devant la cabane à farine, où la famille Grasse produit ici des céréales, du blé, du maïs. On va voir ça de plus près. C'est parti. Bonjour, monsieur Grasse. Dis donc, c'est beau chez vous, hein? Alors, qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi? Qu'est-ce que vous produisez? C'est une petite exploitation agricole, hein. On a une quarantaine de hectares. On s'est lancé dans la transformation donc, du blé en farine et après en pâte. Et vous êtes totalement indépendant alors? Tout à fait. Puisque vous faites depuis Du champ à l'assiette, je dirais. Voilà. Oui. De la fourche à la fourchette? Voilà. De la fourche à la fourchette, oui, effectivement. Oui. Et alors, vous pouvez nous montrer ça? Oui. C'est parti. Donc en fin de compte, on a démarré là-dedans. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle la cabane à farine. Ah ouais, le premier moulin était là-dedans. Ah ouais, d'accord. Donc effectivement, là, ça tourne. Donc là, vous voyez, vous avez tous les stockages. Hein. Stockage de blé et de grand épeautre qui après est nettoyé. Donc là, on est en train de faire un nettoyage, un triage du blé. Hein. On ne pousse pas au rendement. Donc on pousse vraiment à la qualité du blé meunier. Meunière, hein, donc voilà. Et les consommateurs sont sensibles à cet argument de la qualité? Tout à fait. Et donc la farine que nous on produit, il n'y a rien, aucun additif et aucun conservateur dedans. Et on moule le blé au fur et à mesure de la demande. On fait maintenant pas un stock de farine 200 kg en sachet et que c'est vendu dans 2 semaines. Cet après-midi, je vais au marché de Holzwihr, marché à la ferme. Ben, je l'ai fait ce matin. De la farine fraîche. Ah oui. Donc là, on rentre dans le moulin. Nouvelle génération. Oui. Disons, le principe du moulin, comme c'est un moulin à meule de pierre, d'accord. Le principe n'a pas changé par rapport à 100 ans en arrière. Hein. Ok. On a un peu amélioré certaines choses, mais le principe de mouture, c'est exactement la même chose. Hein. Okay. Mais c'est l'énergie que vous utilisez qui est différente aussi. Oui, voilà, c'est ça. Dans le temps, c'était le vent, l'eau. Aujourd'hui, c'est le moteur électrique. Voilà, c'est ce qui remplace. C'est ça la différence. Mais comme j'ai dit, le principe en lui-même du moulin n'a pas. C'est le même. Donc là, vous avez le moulin avec les 2 pierres, celle du bas qui est fixe, celle du haut, elle tourne. Et au milieu, il y a un trou hein, pour que les graines elles tombent. Et après, ça part vers l'extérieur. Et vous avez donc la farine qui est sortie. C'est d'abord ça. C'est de la farine complète. Donc après, c'est tamisé. Hein, c'est la farine, c'est tamisé. Là, ça ressemble effectivement à ce qu'on connaît. Voilà. On dirait de la cocaïne. Mais je dis souvent, voir de la blanche. Mais c'est pas le même prix. Hein. Malheureusement pour vous. C'est pas le même prix. Moi, j'aimerais bien la vendre au prix de la cocaïne. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle le son. C'est la peau du blé. Hein, donc derrière, vous avez le son qui sort. Okay. Donc il n'y a rien qui est perdu. Ça, c'est revendu à quelqu'un qui a un élevage de cochons. Ah, d'accord. Il n'y a rien qui est perdu. Vous avez la farine. Donc il faut à peu près se dire, avec 1 kg de blé, on fait entre grosso modo 800 grammes, 850 grammes de farine. Et le reste, c'est de la perte. Enfin, de la perte, oui. Pour les cochons. Pour les cochons, voilà. Elles sont jolies vos pâtes. Ben oui. Donc c'est pas aussi, comme je vous ai dit, hein, c'est pas uniquement la couleur, mais c'est aussi le goût. Si on vend les céréales comme ça, on peut pas s'en sortir. On peut, disons, c'est tout juste limite, mais on ne peut pas en vivre. Et le fait de transformer, ça permet de s'en sortir et de pouvoir en vivre. De contrôler la chaîne de production. La chaîne de production du début jusqu'à la fin. À la vente. Et c'est ce que les gens ils recherchent aujourd'hui. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Hein, et que, voilà. C'est pour ça aussi, les magasins Cœur Paysan, c'est pareil. Les gens, ils savent
Comme c'est marqué, hein, derrière chaque produit, il y a un producteur. Voilà, et on sait d'où c'est que ça vient. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne s'en sortent pas. Il y a un suicide tous les 2 jours d'agriculteurs. Après, c'est pareil, parce que le gros souci aussi, je dirais, dans le monde agricole, c'est que vous avez n'importe quel commerçant ou n'importe quel industriel fixe le prix, prix de vente. Oui. L'agriculteur, c'est pas lui qui fixe le prix de vente du maïs, du blé ou de ceci. C'est au niveau de la bourse. Et aujourd'hui, ce qu'on nous paye à la tonne de blé ou de maïs couvre à peine, si tout va bien, les frais de production. Donc du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas. Tandis que nous, maintenant, le fait de transformer nous-mêmes, nous, on fixe notre prix du kilo de farine, on fixe le prix du kilo de pâte. Le prix juste. Le prix juste, le coût de production, plus, voilà, pour que la personne puisse en vivre, c'est tout. Et dites-moi, est-ce que vous êtes heureux d'être paysan? Moi, oui. Moi, j'aime bien être dehors. Et voilà, et disons, c'est aussi une autre manière de voir l'agriculture en faisant la transformation. C'est d'être en contact avec des gens par rapport à ce que vous produisez. C'est pas uniquement, je dirais entre guillemets, au champ, tracteur, et après, voilà. Après, c'est sûr, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps parce que il faut faire la culture, il faut faire la transformation, il faut faire le commercial. C'est ça qui est bien. Et les belles choses prennent du temps. Voilà, tout à fait. Tout à fait.